Tatsu est l'ancien patron légendaire de Yazuka, connu sous le nom de Dragon Immortel. Mais un jour, il décide d'abandonner sa vie de gangster pour devenir homme au foyer. À première vue, Tatsu, avec un dragon tatoué sur le dos et un regard étrange, semble être un gangster notoire, prêt à faire du mal à quelqu'un. Cependant, il se réveille tôt le matin pour préparer de jolies boîtes à lunch que sa femme pourra emporter au travail. Malheureusement, elle oublie qu'elle a un rendez-vous dans l'entreprise aujourd'hui et se précipite dehors sans petit déjeuner. Tatsu est sur le point de commencer ses corvées lorsqu'il remarque que sa femme a oublié sa boîte à lunch. Rapidement, il prépare la boîte à lunch et la place dans une valise, puis se précipite sur son vélo pour la livrer à sa femme. Cependant, comme il roule très vite, il est arrêté par des policiers qui l'interrogent. Alors qu'il répond à leurs questions avec son apparence étrange, ils se rendent compte qu'il appartient à un gang Yakuza. Les rumeurs disent qu'il a éliminé à lui seul un gang hostile en une nuit et qu'il est surnommé le dragon immortel avant de disparaître il y a des années. Le policier prend peur, pensant que Tatsu pourrait chercher une arme dans sa poche. Cependant, tout cela appartient au passé et il est désormais trop occupé à livrer de la nourriture à sa femme. À leur grande surprise, Tatsu sort un coupon à la place, tentant de soudoyer les deux policiers. Un vendeur cherche désespérément quelqu'un à qui vendre ses faux couteaux lorsqu'il arrive à l'appartement de Tatsu. Il entre de force lorsque Tatsu ouvre la porte. Tatsu tient un couteau qui semble être couvert de ce qu'il pense être du sang, et l'apparence étrange de Tatsu le terrifie également. Cependant, en tant que professionnel, il continue de présenter son produit à Tatsu. Tatsu, intrigué, décide de tester le couteau pour déterminer s'il s'agit d'un faux produit. Il utilise le couteau pour préparer un steak hamburger et le sert au vendeur. À la grande surprise du vendeur, il apprécie tellement le steak qu'il lui rappelle sa ville natale. Ainsi, il oublie complètement le but initial de sa visite, qui était de vendre des couteaux de qualité inférieure à des clients sans méfiance. Un jeune homme nommé Masa est expulsé de force d'un magasin. Il se trouve qu'il est l'un des anciens associés de Tatsu du temps des gangsters. Depuis la disparition de Tatsu, le gang s'est dissous et Masa se retrouve dans une impasse à la recherche du territoire d'un groupe rival et de tout signe de Tatsu. Heureusement, il aperçoit Tatsu en train d'acheter des légumes au marché. Masa s'approche de lui et commence à partager sa situation actuelle, exhortant Tatsu à revenir à son ancien statut de dragon immortel. Cependant, Tatsu, avec son regard étrange caractéristique, allume une cigarette et demande à Masa de le suivre. À la surprise de Masa, il l'emmène à un cours de cuisine. Après avoir préparé la recette du jour, les femmes de la classe applaudissent les talents culinaires de Tatsu. Masa ne peut s'empêcher de le gronder pour avoir abandonné sa vie de gangster pour cette vie. Tatsu explique calmement qu'il n'est plus un gangster. Désormais, sa priorité est de protéger sa famille, et il ne peut y parvenir par la violence. Masa rit de la déclaration de Tatsu et lui fait tomber l'assiette de nourriture des mains. En réponse, Tatsu gifle rapidement Masa pour son insolence et lui demande de nettoyer les dégâts qu'il a causés. Un jour, alors qu'il faisait du vélo, Atatsu doit faire un écart pour éviter de heurter un chat et finit par percuter une voiture. La voiture appartient à un gangster membre du gang Kutnemi, l'un de ses ennemis. Kunami suppose immédiatement que Tatsu a intentionnellement tenté de l'assassiner, et lui et son chauffeur poursuivent Tatsu. La poursuite les conduit dans un magasin de vêtements où ils pensent avoir acculé Tatsu. Cependant, le magasin organise une promotion des ventes et les clients se démènent pour mettre la main sur des articles à prix réduit. Tatsu ordonne à Kunami et à son chauffeur de se joindre à la bagarre. Au final, ils ne parviennent à récupérer qu'un t-shirt, une paire de chaussettes et des gants. Tatsu les gronde pour lui avoir fait perdre la vente et leur rappelle qu'il est maintenant homme au foyer. Kunami, incapable de croire le nouveau style de vie de Tatsu, sort une arme
et la pointe sur Tatsu, lui disant d'arrêter de faire semblant. Cependant, Tatsu, avec quelques mouvements rapides, parvient à plaquer Kunami au sol et lui met les gants. Il dit à Kunami de garder les gants, soulignant qu'il fait froid dehors. Ce simple acte déclenche un flot de souvenirs chez Kunami, lui rappelant son enfance lorsque sa mère devait économiser de l'argent pour lui acheter des gants. Submergé par l'émotion, Kunami fond sur place en larmes et décide de garder les gants. Tatsu décide de s'arrêter dans un magasin pour acheter à sa femme, Miku, sa série animée préférée. Cependant, avec son apparence intimidante, sa valise et ses orteils, on dirait qu'il est engagé dans une sorte de transaction clandestine. Plus tard dans la nuit, Miku rentre du travail, seulement pour rencontrer Tatsu, vérifiant minutieusement son corps comme si elle était une criminelle avant de lui permettre d'entrer dans la maison. À sa grande surprise, elle trouve la maison remplie de décorations. Tatsu a orchestré toute la configuration pour célébrer son anniversaire, mais l'ambiance est distincte d'une célébration de style yakuza. Même lorsqu'il chante la chanson d'anniversaire, son expression faciale reste menaçante, créant une atmosphère étrange. Satsu présente ensuite à Miku un cadeau, qui s'avère être la série animée qu'il avait achetée plus tôt. Reconnaissante pour ce geste, Miku le remercie mais révèle qu'elle possède déjà cette série particulière. Tatsu se sent profondément déçu par lui-même et veut lui couper le petit doigt en signe de contrition. Dans sa panique et son incrédulité, Miku réagit en le frappant, ce qui envoie Tatsu voler à travers une vitre comme un oiseau. Le lendemain, Tatsu reçoit un appel téléphonique de Miku qui l'informe que la propriétaire arrive. Pour s'assurer que tout est propre, il sort l'aspirateur automatique pour effectuer quelques travaux. Il surveille la machine et est impressionné par sa capacité à nettoyer correctement le sol. Après avoir réalisé que la machine est réputée, il lui confie la zone pour passer l'aspirateur, mais gronde la machine lorsqu'il se rend compte qu'elle ne peut pas atteindre les coins. Il nettoie les coins et les zones restantes parce qu'il veut toujours que tout soit impeccable. De manière inattendue, la machine suce la queue de son chat, le faisant sauter de peur, et par conséquent, le chat s'accroche au casier à vin, le faisant tomber avec une bouteille frappant Tatsu au visage. Juste au moment où la propriétaire vient lui rendre visite, elle crie en voyant les vêtements et le sol de Tatsu taché de rouge. C'est Tatsu n'aide pas non plus la situation car, sans le savoir, il donne l'impression qu'il a été attaqué. Une voisine demande à Tatsu de surveiller son fils, qui s'appelle Ryota, car elle doit assister à une réunion. En voyant le visage féroce de Tatsu, Ryota n'ose rien dire et finit par s'asseoir dans un coin. Pour apaiser sa peur, Tatsu apporte une assiette de biscuits qu'il a lui-même préparée pour que Ryota les essaie. Ryota apprécie les cookies et Tatsu est soulagé de les aimer. L'enfant n'a plus peur de lui, alors il invite Ryota à jouer à un jeu avec lui. Ryota est excité, pensant que ce seraient des jeux vidéo, mais il s'avère qu'il ne s'agit que de dés, de jeux d'argent et de mahjong. Ryota s'ennuie et se recroqueville dans le coin. Soudain, Ryota remarque une figurine de poupée d'un anime populaire et commence à jouer avec. Malheureusement, les choses prennent une autre tournure lorsqu'il trébuche sur son propre pied, cassant la poupée. Tatsu s'assure d'abord que Ryota n'est pas blessé, puis réfléchit à quoi faire de la poupée, qui appartient à sa femme. Alors, il procède à l'enterrement de la poupée. Dès qu'il a fini de l'enterrer, sa femme arrive du travail, et il s'agenouille rapidement pour s'excuser et demander clémence. Elle finit par fournir la colle pour le fixer. Tatsu revient du marché lorsqu'il tombe sur Masa, entouré de quelques membres d'un autre gang. Masa, soulagé de voir Tatsu, se précipite vers lui et plaide pour son aide dans le combat imminent. Cependant, Tatsu gifle Masa et lui dit de gérer la situation lui-même puisqu'il a initié la confrontation. Les autres membres du gang reconnaissent bientôt Tatsu comme le tristement célèbre dragon immortel, et leur peur les pousse à reculer. Cependant, leur patron,
furieux des railleries de Moss, se retourne et frappe Tatsu à la tête avec un morceau de bois. Malgré un saignement à la tête, Tatsu reste imperturbable et maintient son attitude étrange et imposante. Le chef du gang, désormais intimidé, tente de poignarder Tatsu, mais Tatsu bloque habilement l'attaque à l'aide d'un livre. Effrayé, le patron décide finalement de battre en retraite. Masa a observé le calme et le sang-froid de Tatsu pendant la rencontre. Cela l'a amené à se demander si être un homme au foyer et être un dragon immortel pouvait exiger des qualités et des méthodes similaires. Il baisse humblement la tête et demande à devenir le disciple de Tatsu, désireux d'apprendre de lui. Plus tard dans la soirée, ils finissent tous les deux par fabriquer ensemble une belle chaise en bois. Tatsu se rend compte qu'il commence à accumuler un peu de poids supplémentaire, alors il décide de se mettre au hula hoop comme exercice à la maison. Cependant, cette activité distrait Miku et elle le gronde pour cela et lui présente une salle de fitness. Au gymnase, il rencontre des voisins qui ne s'attendent pas à sa présence. Ils assistent tous au cours d'exercices de danse et tandis que Tutsu parvient à suivre les mouvements, son sourire perpétuel met les autres mal à l'aise, l'interprétant comme plutôt menaçant. Encouragé par les voisins, Tatsu décide également de tenter le cours de yoga. À la surprise générale, il exécute parfaitement toutes les poses de yoga et attribue même à chaque pose un nom lié à ses expériences passées dans le monde des gangsters. À la fin de la séance de yoga, Tatsu complimente la classe, exprimant sa satisfaction d'avoir transpiré. Cependant, alors qu'il s'apprête à changer de vêtements, il entre par inadvertance dans le vestiaire des femmes. Horrifié par sa propre erreur, il se punit en se cognant la tête contre le sol. Il demande même aux femmes de le bannir dans une montagne pour plus d'autonomie. Cela confond naturellement les dames. Tatsu et sa femme font du shopping au centre commercial local. Lorsque Tatsu demande de la poudre blanche à un employé, celui-ci est visiblement effrayé. Cependant, Miku précise qu'il parle de farine. Alors qu'ils continuent leurs achats, Tatsu commence à s'opposer à certains des choix de Miku, conduisant à une dispute entre eux. Leur désaccord attire l'attention des passants qui, en voyant l'apparence intimidante de Tatsu, pensent qu'un yakuza harcèle une personne innocente. Miku se rend compte que c'est peut-être le look de Tatsu qui provoque les regards. Alors elle lui suggère d'essayer différents vêtements. Cependant, peu importe ce qu'il porte, il semble que son look de gangster ne fasse que s'intensifier. Tatsu, suivant les conseils de Miku, décide de changer de tenue. Miku est satisfaite de son choix d'un tablier rose avec son personnage préféré. Elle lui demande même de prendre la pose en le portant. La vue de Tatsu dans son tablier rose laisse les passants sous le choc, mais Miku semble adorer son nouveau look. Lors d'une sortie shopping, Tatsu apprend à Masa à planifier une sortie au marché. Cependant, Masa s'arrête pour acheter une collation dans un stand de nourriture. La personne qui tient le stand de nourriture s'avère être Torajiro, également connu sous le nom de Steel Fist Tiger. Torajiro était le grand rival de Tatsu depuis ses années Yakuza. Torajiro nourrit une rancune contre Tatsu parce que Tatsu était responsable de la chute de son gang pendant que Torajiro était emprisonné. Dans un moment d'intense rivalité, Tatsu accepte une confrontation avec Torajiro. Cependant, l'épreuve de force légendaire n'est pas physique, mais un concours de cuisine pour tester leurs compétences culinaires. Alors que les deux anciens gangsters s'affrontent en cuisine, ils préparent de délicieux plats, puis prennent les photos parfaites pour présenter leur création sur Instagram. Après 2 heures, Tatsu sort vainqueur avec un j'aime sur sa photo, tandis que le plat de Torajiro se reçoit aucun like. Quelques jours plus tard, Tatsu fait du shopping avec sa femme. Miku aime toutes les voitures qu'on leur montre, mais son mari critique toujours les voitures, disant qu'elles ne sont pas bonnes pour faire du shopping ou qu'elles sont énergivores. Ce qu'il aimait, c'était un pick-up qui répondait à tous leurs besoins
sans consommer d'essence et qui était facile pour faire du shopping. Cependant, pour les femmes, l'apparence est très importante, donc Miku n'aime pas du tout cette voiture. Au final, la vendeuse choisit une voiture qui attire l'attention et qui a un grand coffre. Ils l'aiment tous les deux. Mais lorsqu'on lui demande de l'essayer, Tatsu commence à inspecter la voiture, à la recherche de toute technologie d'espionnage potentiel. Une fois qu'ils ont commencé l'essai routier, Miku lui rappelle de faire attention et de se préparer à toutes les situations. Cependant, dès qu'il voit l'agent de sécurité, il pense que celui-ci est un assassin qui tente de le tuer. Or, alors qu'il s'éloigne pour éviter le supposé garde assassin, il voit un vieil homme passer et il pense également que le vieil homme est un assassin visant un missile sur la voiture. En fin de compte, il se rend compte que les scénarios ne sont pas réels et abandonne l'idée d'acheter la voiture. Un jour, Tatsu s'arrête chez Masa pour lui rendre visite. Tatsu n'est pas content du tas de linge dans la maison. Il n'a probablement pas été lavé depuis un mois. Masa est sur le point de les jeter tous dans la machine à laver quand Tatsu le gifle, disant qu'il fait mal. Tatsu commence alors à séparer les vêtements dans la machine à laver et utilise ses mains pour gratter les taches tenaces sur les autres vêtements, pendant que Masa prend des notes. Ils finissent le linge et le suspendent pour le faire sécher. Mais le vent en emporte un et Masa doit aller le chercher. Il y a quelques mois, Miku a dit à Tatsu de s'arrasser des gadgets ménagers qu'il avait achetés mais qu'il n'utilisait pas. Alors maintenant, Tatsu est dans un marché aux puces, essayant de vendre les gadgets, mais il n'a rien vendu depuis. Des voyous arrivent et exigent que les commerçants paient leur dû pour avoir utilisé la zone comme marché. Cependant, lorsque le chef des voyous voit Tatsu, ses jambes se mettent à trembler. Tatsu les emmène alors pour régler l'affaire. Tatsu lui propose des gadgets, mais tout ce à quoi ce chef de voyous peut penser, c'est que Tatsu veut dire qu'il va utiliser les gadgets pour le torturer. À la fin, ses jambes cèdent et il s'évanouit tandis que Tatsu laisse simplement les gadgets avec lui avant de partir. Un jour, alors qu'il arrose les plantes, deux policiers le surveillent pensant qu'il cultive des plantes illégales. Au bout d'un moment, ils le voient portant une mallette louche et quittant la maison. Les policiers le suivent immédiatement. Un instant plus tard, ils le voient donner discrètement un petit sac à Masa. Pour rassembler plus de preuves, ils les suivent dans une ruelle et les voient entrer dans un petit magasin avec une enseigne fermée. L'un des policiers se précipite immédiatement dans le magasin avec l'intention de les prendre en flagrant délit. Cependant, il s'avère qu'ils célèbrent simplement l'anniversaire de la présidente. Ce petit sac, qu'il pensait contenir des produits interdits, contenait en réalité des feuilles de basilic. La valise qu'il pensait contenir de l'argent s'avère ne contenir qu'un vase parfumé destiné à offrir un cadeau d'anniversaire à la présidente. Le chef des voyous, dont les jambes tremblaient en voyant Tatsu, était toujours en colère contre toute la situation. Il a donc entraîné ses jambes et pris des suppléments pour qu'elles soient fortes et ne tremblent plus, mais lorsqu'il sortit pour se venger, il aperçut immédiatement Tatsu de loin, ses jambes se déformèrent et il tomba au sol. Tatsu a été très actif ces derniers temps, rejoignant les femmes au foyer pour jouer au volleyball. Ce jour-là, l'équipe des femmes au foyer devait jouer contre une autre équipe, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'équipe des ours soit là. C'étaient de vrais gangsters. Le match commença et Tatsu, avec l'aide de tout le monde, tenta de l'emporter sur l'autre équipe. Mais l'équipe des ours a également tenu bon, rendant les deux équipes à égalité. En fin de compte, l'équipe des ours sort victorieuse. Tatsu s'agenouille et rejette toute la responsabilité de la perte sur lui-même, mais le chef de l'équipe des ours tend la main pour l'aider à se relever, reconnaissant que cela a été un match formidable. Finalement, les deux équipes se félicitent et prennent des photos souvenirs ensemble. Miku rentre du travail lorsqu'elle voit son mari négocier avec le vendeur de viande.
Plus tard, ils rentrent tous les deux chez eux à pied. Mais avant cela, Tatsu demande s'ils peuvent faire de courts arrêts dans d'autres magasins. Miku n'arrive pas à comprendre la situation en tant que Tatsu et les vendeurs semblent parler en code. Une fois la mission terminée, il révèle alors qu'il a collecté des timbres destinés à un tirage au sort. En retour, elle le suit jusqu'au stand de loterie. Miku aime le premier prix, qui est des vacances à Hawaï, et elle aime aussi le deuxième prix, une télévision. Cependant, Tatsu vise le troisième prix, un aspirateur. Comme ce jour est le dernier et son 10e essai, Tatsu espère qu'il y arrivera cette fois. Mais après avoir tourné, il remporte le cinquième prix, un joli jouet en peluche que Miku adore. Bien qu'il ait perdu face au patron de la loterie, il déclare avoir gagné parce qu'il a réussi à faire sourire sa femme. En entendant ces mots ringards, elle le frappe pour l'avoir intimidé dans la rue. Les parents de Miku annoncent soudainement qu'ils s'arrêteront à la maison pour lui rendre visite. Cette soudaineté la rend un peu inquiète, mais Tatsu lui assure de ne pas s'inquiéter, car il s'occupera de tout. Dès l'arrivée de ses parents, il apporte du thé et des gâteaux qu'il a lui-même préparés pour les divertir. Contre toute attente, sa belle-mère s'entend bien avec lui en raison de ses compétences en matière d'entretien ménager. Elle lui demande même de lui apprendre quelques recettes de cuisine. Le beau-père de Tatsu est introverti. Même s'il souhaite vraiment participer aux histoires de chacun, il ne sait pas par où commencer une conversation. Après avoir réfléchi un moment, il pense enfin à un sujet à aborder. Mais Tatsu ne semble pas comprendre ce que veut vraiment dire son beau-père. En fin de compte, il invite Tatsu à jouer au ballon avec lui, car il espère que s'il avait eu un fils, il aurait joué à ce jeu avec lui. Il se dirige vers le parc pour jouer au ballon, le beau-père espérant nouer des liens avec Tatsu. Tatsu ne comprend pas comment jouer au ballon. Au lieu de renvoyer la balle, il court vers son beau-père pour lui rendre la balle comme le ferait un chien avec son maître lorsqu'on lui dit de la récupérer. Le beau-père abandonne et quand Tatsu le demande, le beau-père explique comment se joue le catch. Cependant, dès le premier coup, il est projeté dans l'arbre par la force du lancer de Tatsu, le laissant impressionné. Miku vient de rentrer du travail et trouve Tatsu assis au milieu d'une scène chaotique. Elle l'entend prétendre qu'une balle perdue est venue de derrière. Mais il s'avère qu'il n'y a pas réellement de balle, c'est un cafard. Tatsu avait attrapé un spray anti-insecte, mais malheureusement, la canette est vide. Le cafard est toujours en vie et a pris son envol et vole partout. Miku ne peut pas rester les bras croisés, surtout lorsque le cafard atterrit sur sa bien-aimée figurine de poupée policière. Tatsu tente d'éloigner le cafard, mais il atterrit de manière inattendue sur sa poitrine. Tatsu, faisant preuve d'une détermination sans faille, demande à Miku de faire tout ce qu'il faut pour éliminer l'insecte. Elle rassemble son courage et attrape un journal, prête à frapper le cafard de toutes ses forces. Elle prend un grand coup, mais elle rate complètement le cafard et frappe Tatsu au visage à la place. Malgré cela, Tatsu reste déterminé. Il décide de brûler de l'encens pour repousser les cafards, car on sait que ces insectes n'aiment pas l'odeur des huiles aromatiques. Noël est arrivé. Tatsu porte un tablier du Père Noël pour se transformer en personnage du Père Noël afin de livrer des cadeaux à la fête de Noël des enfants dans sa rue. Quand il arrive, les enfants ne croient pas qu'il est le Père Noël, mais il leur demande de l'appeler Immortel Klaus et leur demande s'ils ont été bons ou méchants. En fin de compte, au lieu de cadeaux, il leur offre de la nourriture délicieuse que les enfants apprécient. Une fois qu'il est tard, il dit au revoir aux enfants et revient sur son vélo de course. Tatsu décide de postuler pour un emploi à temps partiel dans un café. Dès son premier jour, le café reçoit deux clients plutôt inhabituels, deux gangsters, un plus âgé et un plus jeune. Le gangster plus âgé veut transmettre une certaine sagesse de dur à cuire à son cadet. Cependant, quand ils voient Tatsu servir de l'eau, ils sont tous deux surpris de voir
à quel point il ressemble à un vrai gangster. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque Tatsu leur prépare du café au lait, complété par d'adorables dessins de chatons. Étonnamment, le jeune gangster apprécie cette touche mignonne, mais son patron le gronde, insistant sur le fait qu'il doit conserver une image dure. Lorsqu'il s'agit de commander de la nourriture, le gangster junior demande du riz pour omelette et Tatsu le sert avec une touche unique. Il écrit gangster en utilisant de la sauce sur le plat. Plus tard, le patron avait passé une commande pour un dessert spécial aux fraises, révélant que lui aussi avait un penchant pour les friandises mignonnes et délicieuses. Le patron lève la main avec impatience lorsque le dessert est servi, et ils apprécient tous les deux leur repas, quittant le café satisfait et heureux. Grâce à son travail à temps partiel, Tatsu parvient à gagner suffisamment d'argent pour acheter des cadeaux pour sa femme. Chaque fois que Miku rentre du travail, elle est extrêmement fatiguée. Aujourd'hui, Tatsu prépare un festin d'aliments énergisants pour nourrir sa femme. Après avoir mangé, il prépare également de l'acide citrique et du jus de citron pour lui faire de la limonade, car cela soulage très bien la fatigue. Il aide même sa femme avec un massage pour qu'elle soit aussi à l'aise que possible. Cependant, être trop occupée la met mal à l'aise, même si elle n'est plus stressée. Elle décide de tout jeter et de prendre une douche, ce qui est l'option la plus rafraîchissante. Pendant ce temps, Tatsu s'offre le même massage et de la limonade. Un jour, alors qu'il va au supermarché, il rencontre Ibari Toriai, qui appartient également à un gang rival. Elle reconnaît le légendaire dragon immortel du passé, mais voir les deux personnages célèbres du monde des gangsters portant désormais des tabliers rend la rencontre délicate. Depuis que le gang des Toriai s'est dissous, Kibari et quelques hommes du clan décident de travailler dans un supermarché pour survivre. Mais ayant vécu toute sa vie comme une personne riche, elle s'implique rarement dans les affaires simples de la vie quotidienne. Ce manque d'expérience l'amène à avoir du mal à étiqueter et à empiler les étagères. Elle le fait mal. Tatsu finit par réarranger les canettes et corriger son erreur. Lors du paiement, elle facture accidentellement Tatsu 2 fois pour un article. Lorsqu'il demande une correction, ses associés veulent d'abord le confronter. Mais elle reconnaît son erreur, s'excuse et rembourse rapidement le montant trop facturé sur sa facture. Masa se rend chez Tatsu avec l'intention d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour Tatsu. Lorsque la porte s'ouvre, c'est Miku qui le salue et se présente. Masa explique son plan d'anniversaire pour Tatsu et Miku révèle qu'elle avait prévu la même chose avant son arrivée. Ils décident d'unir leurs forces et de préparer ensemble l'anniversaire de Tatsu. Miku commence par couper les ingrédients du gâteau, mais on dirait qu'elle veut couper toute la planche à découper. Pour le gâteau, elle verse tellement de farine qu'elle déborde, et ils finissent même par brûler une partie de la nourriture. En fin de compte, leurs efforts aboutissent au chaos et ils abandonnent leur préparation. Au retour de Tatsu, il est choqué de trouver la maison en désordre. Il commence à tout faire lui-même, du ménage à la décoration et même à confectionner son propre gâteau d'anniversaire. Tatsu fait le ménage et chante sa propre interprétation de la chanson de joyeux anniversaire qui a une nuance quelque peu sombre, comme c'est son style habituel. Miku et Masa présentent ensuite leur cadeau à Tatsu. Miku lui donne un collier et Masa lui donne des lunettes. Tatsu essaie les deux accessoires simultanément et ils conviennent tous les deux que les accessoires lui conviennent parfaitement. L'ancien patron de Tatsu lui rend une visite inattendue. Depuis qu'il a quitté le gang, Tatsu n'a plus croisé la route de son ancien patron. Les deux s'installent pour une conversation après que Tatsu ait méticuleusement retiré quelques poils de chien des vêtements de son patron. Au cours de leur conversation, Tatsu surprend le patron en lui présentant un joli pull pour le chien du patron. Le patron est ravi la tenue de son animal de compagnie et ne peut s'empêcher de prendre une photo
avec son chien, bien-aimé. Alors que le patron s'apprête à discuter du motif de sa visite, des voisins arrivent. Une des voisines fait remarquer que le chien du patron semble avoir un poids insuffisant. Sans hésitation, Tatsu entre en action et prépare sur place un repas sain pour le chien. Le chien dévore le repas avec impatience, à la grande satisfaction de tous. En fin de compte, le patron part sans transmettre le message selon lequel un supérieur veut recruter Tatsu dans le gang. Au lieu de cela, après avoir été témoin de la nouvelle vie et du contentement de Tatsu, il remarque simplement que Tatsu est exactement là où il est censé être. Un matin, alors que Tatsu fait ses courses, Miku se précipite vers lui en état de panique, l'éloignant d'urgence pour venir voir quelque chose. Il se rend compte qu'elle veut qu'il soit témoin d'un événement de cosplay en direct de son anime préféré qui se déroule dans le centre commercial. Les cosplayers jouent une scène de combat. Le MC annonce qu'ils ont besoin d'un enfant volontaire pour rejoindre les héros sur scène pour se battre. À la fin, il récompense l'enfant avec une photo avec les idoles. Miku ne peut pas participer car elle est adulte. Cependant, sachant à quel point sa femme désire cela, Tatsu lève la main et, à sa grande surprise, il est choisi. Le MC le sélectionne probablement en raison de son apparence intimidante. Alors que Tatsu monte sur scène, le public anticipe la manière dont il va aider les héros. Cependant, au lieu de s'engager dans le combat, il demande qui a initié le combat et explique calmement que la violence ne résoudra aucun problème. À la surprise générale, il dévoile sur scène un torchon avec des tasses de thé soigneusement disposées, prépare rapidement le thé dans les tasses. Tatsu invite ensuite les deux équipes à s'asseoir et à savourer une tasse de thé ensemble dans le but de favoriser la réconciliation. Bien que sa méthode ne soit pas conventionnelle, elle permet finalement à Miku de réaliser son rêve de rencontrer ses idoles d'anime bien-aimées. Masa vient de recevoir un four à micro-ondes et décide d'appeler Tatsu pour obtenir des conseils sur la façon de l'utiliser correctement. Tatsu est véritablement surpris par les différentes fonctions du nouvel appareil. Pour le tester, il décide de faire du pain au micro-ondes. Avec enthousiasme, Tatsu rassemble tous les ingrédients nécessaires et commence à préparer la pâte. Il en a besoin de toutes ses forces. Lorsqu'il demande à Masa d'aller chercher du film plastique pour laisser reposer les pâtes, Masa trébuche accidentellement sur un fil en cherchant le film, faisant tomber le four à micro-ondes au sol. Malheureusement, le micro-ondes est endommagé à l'automne. Malgré cet incident, Masa s'excuse rapidement auprès de Tatsu qui le rassure que tout va bien. Tatsu sort un cuiseur à riz, sélectionne les réglages nécessaires et l'utilise pour cuire le pain. Au bout d'une heure et demie, le pain en forme de tête d'ours est une réussite. Satsu décore le pain et Masa, émerveillé par le pain, ne peut pas attendre et tente de prendre une bouchée. Cependant, le pain est brûlant, ce qui l'oblige à le jeter directement sur le visage de Tatsu. Alors que Tatsu est dehors, en train de sécher des vêtements, il remarque soudain de la fumée provenant de la maison de son voisin Bob. Inquiet d'un incendie, Tatsu se précipite pour enquêter, pour découvrir que Bob est en train de griller de la viande sur un barbecue à l'intérieur. Bob, lançant une invitation chaleureuse, demande à Tatsu de le rejoindre. Et Tatsu accepte avec empressement, prêt à déguster une délicieuse viande. Cependant, alors qu'il tente de prendre la première bouchée, l'épaisse fumée qui remplit la pièce rend impossible la dégustation de la viande. Ils doivent ouvrir la porte pour laisser la fumée se dissiper, puis utiliser de l'eau pour éteindre les braises, purifiant l'air et endommageant la viande. Tatsutsu demande pourquoi Bob fait des grillades à l'intérieur. Et Bob explique qu'il a le mal du pays et qu'il manque le barbecue de son père de leur pays natal, alors il a voulu recréer l'expérience. Tatsu décide de prendre les choses en main et guide Bob dehors vers la cour pour continuer à griller de la viande. Ensemble, ils installent le barbecue, grillent la viande à la perfection et la laissent reposer. Cependant, leur aventure barbecue
prend une tournure inattendue lorsque la police arrive et les informe qu'il est illégal de faire un barbecue en plein air. Dans un acte altruiste pour s'assurer que Bob puisse profiter de la viande dont il avait envie, Tatsu empêche le policier de perturber le barbecue. Mais malgré ses efforts, lorsque Bob se prépare enfin à manger la viande, il ne peut se résoudre à le faire, car elle est cuite assez saignante, ressemblant davantage à un sushi qu'à un barbecue traditionnel. Miku reçoit un ticket d'un ami au travail pour assister à un parc sur le thème de la ferme et invite Tatsu à la rejoindre. Au départ, Tatsu est réticent car il ne pense pas que le parc soit adapté à leur âge, mais il accepte finalement de l'accompagner. Il passe la journée au parc, à prendre des photos, à visiter des zoos pour enfants et à explorer les diverses attractions amusantes. Alors que la faim frappe Miku, Tatsu mentionne que la nourriture dans de tels endroits est généralement chère et révèle qu'il a préparé un déjeuner pour eux, deux à l'avance. Miku le taquine de manière ludique, suggérant qu'il semble plus intéressé par le parc qu'elle. Cela conduit à une dispute légère, mais il ne faut pas longtemps à Tatsu pour s'ouvrir et admettre la vérité. Ayant grandi dans l'underground, il n'a jamais connu un endroit comme celui-ci et il est sincèrement reconnaissant envers Miku de lui avoir donné cette opportunité. Bien que le couple ait prévu d'autres activités pour l'après-midi, la pluie commence à tomber, ne montrant aucun signe d'arrêt. Découragés, ils rentrent chez eux sous la pluie, le moral déprimé. Lorsqu'ils arrivent chez eux, toujours d'humeur maussade, ils décident de se retirer pour la nuit. Quelques jours plus tard, le couple se détend à la plage, tandis que Tatsu s'essaye au jeu de briser la pastèque. Après avoir réussi à écraser la pastèque et à l'apprécier, soudain sorti de nulle part, un ballon de volley-ball égaré se précipite vers Tatsu et le frappe au visage. À sa grande surprise, il s'agit de l'équipe des ours contre laquelle il avait joué aux côtés des femmes au foyer il y a quelques jours. Le patron des ours, rappelant la défaite précédente de Tsatsu, propose à Tatsu une revanche, lui proposant de s'affronter n'importe quel jour de son choix. Lorsque Miku, en avant, elle n'hésite pas à gronder Tatsu, lui rappelant qu'il est un homme et l'exhortant à chercher une revanche immédiate. Elle l'entraîne avec enthousiasme vers l'équipe des ours et annonce leur désir de revanche. Les deux équipes jouent avec beaucoup d'enthousiasme, Miku criant même les noms des techniques de service pour se motiver et encourageant Tatsu à faire de même. Alors que le jeu s'intensifie, un tir puissant du boss ours est sur le point de frapper Miku. Tatsu sait que sa femme ne pourra pas bloquer le tir, alors il se précipite et utilise son corps pour la protéger du volleyball entrant. Le ballon n'a pas encore touché le sol, et Miku, bien décidé à le maintenir en jeu, sert de tremplin à Tatsu pour réaliser le tir décisif. Mais avant qu'il ne tombe au sol, sa femme le prend dans ses bras. Grâce à la force combinée de leur mari et de leur femme, ils sortent vainqueurs du match, laissant l'équipe de verre stupéfaite. Torajiro s'est rendu compte que son entreprise de crêpes ne marchait pas bien. Il décide donc de se lancer dans la préparation de thé au lait de tapioca, suivant la tendance puisque c'est ce que les gens achètent. Cependant, la seule personne dans la région qui connaît la meilleure façon de préparer le tapioca est Tatsu. Malgré sa réticence initiale, Torajiro n'a d'autre choix que de trouver le courage de demander l'aide de Tatsu. À contre-cœur, Tatsu accepte d'aider Torajiro et l'emmène rencontrer un vendeur ambulant qui pourra lui indiquer où obtenir les ingrédients nécessaires à la fabrication du tapioca. La frustration de Torajiro grandit lorsqu'il se retrouve dans une boulangerie basique et il attrape Tatsu par la chemise, pensant que Tatsu lui fait une blague. Torajiro soutient que le tapioca devrait être comme des perles, petites et rondes. Tatsu explique de manière agressive que le tapioca est fabriqué à partir d'une pâte de farine, d'eau et de sucre, puis façonné en petites sphères ressemblant à des perles. Grâce aux efforts combinés de ces deux anciens gangsters notoires devenus chefs, ils réussissent à créer du tapioca,
Ils goûtent leur création et sont émerveillés par son goût délicieux. Ils démarrent ensuite leur activité de thé au lait de tapioca, mais quelques clients potentiels sont dissuadés par leurs apparences intimidantes, les poussant à s'en aller. Heureusement, un groupe de gangsters finit par s'arrêter et acheter 6 tasses de leur thé au lait de tapioca. Tatsu décide d'emmener Masasa dans un magasin à 100 yens rempli d'innombrables articles ménagers utiles. Au départ, Masa ne semble pas intéressé par le magasin, mais Tatsu lui donne rapidement une énorme gifle pour souligner l'importance de ces outils et articles abordables. Pour vérifier si Masa a fait ses tâches ménagères ou non, Tatsu commence à l'interroger sur divers articles ménagers présents dans le magasin. Lorsque Tatsu montre un filtre à Sharpie pour la machine à laver, Masa affirme avec assurance qu'il s'agit d'un filet anti-insectes pratique. Cependant, à mesure que Tatsu continue de poser des questions sur différents objets, comme un coupe-pomme, les réponses de Masa deviennent moins précises. Il considère le coupe-pomme comme le manche de quelque chose et commet des erreurs similaires pour d'autres objets. Après cette série de questions, Mazas doit admettre qu'il n'a pas été activement impliqué dans les tâches ménagères ces derniers temps. Tatsu, compréhensif, assure à Masa qu'il lui faudra du temps pour s'y habituer, puis lui tend un tas d'articles de 100 yens à emporter à la maison, dans l'intention de lui rendre les tâches ménagères plus faciles et plus gérables. Une nuit, alors que Miku dort, elle entend le bruit des coupures et des coupures venant de leur chambre. Curieuse, elle sort du lit et voit Tatsu travailler intensément sur quelque chose. Il s'avère que Tatsu a été invité dans un jardin d'enfants comme animateur de remplacement pour les enfants. Il a passé toute la nuit à travailler sur une version maison de l'histoire de Mamatero, qu'il a lui-même écrite. Tatsu commence son récit. Il était une fois un patron et une patronne. En tant que couple marié, ils sont assez pauvres, donc le patron allait souvent dans les montagnes couper du bois pour gagner sa vie. Un jour, la patronne ramène une énorme pêche, pensant que c'est de la nourriture. Mais dès qu'il l'ouvre, un bébé émerge de l'intérieur. Ils acceptent le bébé et le nommant Mamatero, l'élevant comme le leur. Alors que Tatsu continue, il explique comment Mamatero devient rapidement un jeune homme. Alors que les démons causent des problèmes dans le pays, Mamatero décide de se lancer dans une quête pour vaincre ces êtres malveillants. En chemin, il rencontre un chien et un autre compagnon, formant un trio pour affronter le gang de démons. Ils traversent la mer pour affronter les démons et finissent par sortir victorieux. Le chef des bandits se rend et implore sa vie, avant que Tatsu ne puisse conclure l'histoire en expliquant que le méchant maître commet le seppuku, les professeurs de la maternelle l'interrompent. Ils optent pour une fin plus joyeuse au conte pour le bien du jeune Tatsu qui se retrouve assis et discute avec un groupe de femmes au foyer dans un café. Il partage des histoires sur son passé et les nombreuses tâches écrasantes qu'il a entreprises au cours de sa vie de gangster. Cependant, alors qu'il raconte ses histoires de travail pénibles, les dames autour de la table croient à tort qu'il fait référence à Miku qui lui donne des ordres. Ils pensent qu'elle est une épouse formidable et exigeante. Pour rendre les choses encore plus confuses, lorsque Miku appelle et demande des nouilles udon pour le dîner, elle donne à Tatsu des instructions spécifiques sur la façon dont elle souhaite les préparer. Malheureusement, Tatsusu ne met pas le téléphone sur haut-parleur. Alors qu'il accepte ces instructions, il utilise inconsciemment des expressions qu'un gangster pourrait utiliser pour mettre fin à quelqu'un. Cela amène les dames à croire que ce couple a de sinistres intentions de nuire à quelqu'un. Avant de partir, les dames veulent toujours demander à Tatsu ce qui s'est passé. Mais il continue de parler vaguement, expliquant que Miku a besoin de lui pour marteler quelque chose et qu'il doit le gérer rapidement. Les dames concernées rassurent Tatsu en lui disant que s'il rencontre des difficultés, il ne devrait pas hésiter à demander leur aide.
Tatsu sort pour acheter de la viande congelée à prix réduit lorsqu'il rencontre de manière inattendue Gotu du gang Hikero, quelqu'un dont il avait déjà été victime. Il pense d'abord que Goda pourrait chercher à se venger. À sa grande surprise, Goda sort un micro et se transforme en rappeur professionnel. Il utilise le rap pour partager son histoire de malheur après avoir été lésé par Tatsu. Sans hésitation, Tatsu prend volontiers le micro et commence à rapper à la hauteur des compétences de Gota. Cependant, Tatsu rappe avec humour sur ses tâches ménagères. Et il continue à rapper pendant un moment. Une foule croissante s'est rassemblée pour assister à leur battle de rap impromptu. Les choses prennent une tournure inattendue lorsque Tatsu critique la chemise de Gotu pour être moche, ce qui laisse Go déprimé. Tatsu, réalisant qu'il est allé trop loin, choque tout le monde en présentant des excuses sincères. Il leur propose alors de recommencer, en utilisant cette fois la viande comme thème de leur rap. Un boucher voisin, voyant la foule, vient enquêter. Tatsus, dans son rap sur le boucher, franchit une ligne qui conduit le boucher à le gifler en signe de protestation. Allez-y, toujours découragé, ne trouve pas les mots pour continuer et s'agenouille, vaincu. Finalement, le boucher prend le micro et commence à chanter sa propre chanson sur la viande, mettant ainsi fin de manière inattendue à leur bataille de rap. Miku est sur le point de partir en voyage d'affaires et Tatsu commence à lui demander si elle a emballé tout ce dont elle a besoin. Miku le rassure qu'elle ira bien et lui rappelle de se détendre pour la journée. Prenant ses conseils à cœur, Tatsu décide de s'accorder une pause dans sa routine de nettoyage habituelle. Au lieu de laver la couverture comme il le fait tous les jours, il utilise un spray parfumé pour la rafraîchir. Plutôt que de plier méticuleusement les vêtements du cintre, cette fois-ci, il ne plie pas les vêtements avant de les ranger dans le placard. Il opte pour la simplicité d'une tasse de nouilles instantanée pour le déjeuner plutôt que pour des plats faits maison. En mangeant ses nouilles, Masa lui rend visite. En apprenant que Tatsu est en mini-vacances après ses tâches ménagères, Masa décide de lui montrer ce que signifie la vraie relaxation. Il oblige Tatsu à le rejoindre pour jouer à des jeux vidéo. Plus tard, il invite même leur voisin Bob à jouer à une partie de Kick the Can. Cependant, Tatsu, peu habitué à l'oisiveté inhabituelle, exprime son désir de rentrer chez lui et de faire quelques travaux ménagers, mais Masa insiste pour qu'il reste sur place et se détende. La propre paresse de Masa prend le dessus sur lui et il s'endort presque instantanément. Tatsu, en revanche, ne peut pas rester assis. Sa nature travailleuse le pousse à vouloir faire le ménage. Masa se réveille de sa sieste juste à temps pour l'arrêter. Masa promet de ne pas permettre à Tatsu de travailler, effrayant le mari au foyer qui travaille dur. Le concours de costumes d'Halloween du quartier approche et Miku souhaite qu'ils y participent. Lorsque Tutsu apprend que le deuxième prix correspond à un an de riz, il accepte avec enthousiasme de se joindre au groupe. Alors qu'ils se préparent pour le concours, ils se rendent compte que d'autres membres du gang, dont MS, Tori et Torajiro, recherchent également le prix convoité d'un an de riz, tandis que Miku a les yeux rivés sur le voyage aux sources chaudes pour le gagnant de la première place. Alors que le festival d'Halloween commence, la famille Tori donne le coup d'envoi avec un jeu de calcul de vitesse impressionnant, avec les compétences de frappe ultra rapide de la grande sœur Tori. Cependant, sa vitesse est si remarquable qu'il semble que la saison des mandarines se terminera avant elle. Ensuite, Torajiso s'habille comme une victime de nombreux coups de couteau, mais son apparence horrible conduit à son retrait rapide de la scène. Masa arrive en retard, ce qui le fait sauter, et il passe au quatrième concurrent, le couple Tatsu habillé en citrouille. Ils fabriquent des biscuits en forme de citrouille sur scène pour leur performance, allant même jusqu'à soudoyer les trois juges avec les biscuits, mais la victoire leur échappe. En fin de compte, la neuvième candidate, une jolie petite fille habillée en chauve-souris, remporte le prix et aucun des membres du gang
remporte le prix tant convoité de la deuxième place. Le couple Tatsu décide de savourer un repas sous forme de buffet et Tatsu est déterminé à en tirer le meilleur parti. Tatsu calcule soigneusement comment satisfaire son estomac sans trop manger. Il élabore une stratégie sur les plats par lesquels compenser pour éviter de se rassasier trop rapidement. Cependant, une fois arrivé au buffet et voyant la vaste gamme de plats délicieux, il abandonne ses plantes. Il finit par remplir toute leur table de nourriture, savourant chaque plat délicieux, même s'il se sent déjà assez rassasié. L'appétit de Tatsu semble insatiable et il ne peut résister à la tentation du dessert. De façon inattendue, alors que Tatsu est à la station sans dessert, il rencontre Torajiro. Les deux hommes se retrouvent dans une bagarre ludique pour savoir qui aura une bouchée dans l'assiette à dessert. Malheureusement, les tantes amoureuses des desserts au buffet prennent tout et ne leur laissent pas un seul morceau à déguster. Alors qu'ils retournent à leur table à manger, Miku révèle une assiette de dessert qu'elle avait prise plus tôt et invite Tatsu à la partager avec elle, lui faisant monter des larmes de gratitude. Les parents de Miku lui rendent visite, apportant quelques courses, et son père demande à Tatsu s'ils peuvent préparer une fondue. Tatsu est d'accord, mais alors qu'il s'apprête à se rendre dans la cuisine pour le préparer, son beau-père insiste pour qu'il se repose et se porte volontaire pour s'occuper lui-même de la cuisine. Cependant, il s'avère que le beau-père de Tatsu est assez maladroit en cuisine. Dans sa tentative de transformer les ingrédients, le beau-père de Tatsu finit par couper des légumes avec la planche à découper et crée un véritable désordre qui rappelle le style de cuisine de Miku. Ses efforts pour laver les légumes n'aboutissent qu'à des éclaboussures d'eau partout, ce qui rend Tatsu de plus en plus préoccupé par l'état de la cuisine. Tatsu essaie de convaincre son beau-père de le laisser prendre la relève. Mais à sa grande surprise, Miku entre dans la cuisine, retrousse ses manches et rejoint son père pour cuisiner. Ce double problème dans la cuisine aggrave le chaos. Tous deux façonnent la viande en grosses boules et envisagent même de les jeter directement dans la marmite. Au grand désarroi de Tatsu, il regarde avec horreur, mais parvient à intervenir juste à temps pour l'en empêcher, juste au moment où il semble qu'il soit sur le point d'ajouter encore plus d'ingrédients inutiles à la marmite, la mère de Miku se précipite dans la cuisine pour venir à son secours. Son intervention sauve à la fois la marmite et la cuisine de nouveaux incidents. Tatsu ne peut s'empêcher d'admirer sa belle-mère, la reconnaissant comme l'incarnation d'une véritable femme au foyer qui sait gérer une situation chaotique dans la cuisine. Un jour, alors que Tatsu rentre du marché, il sent soudain une vague de vertige l'envahir, réalisant qu'il pourrait avoir de la fièvre. Il rentre rapidement chez lui et prépare une concoction d'eau, de citron et de miel pour renforcer son système immunitaire. Dans son esprit, cela ressemble à une bataille contre les virus aléatoires qui envahissent son corps, et il est déterminé à en sortir victorieux. Pour faciliter davantage son rétablissement, Tatsu utilise également un humidificateur et un vaporisateur facial. Cependant, ses tentatives d'autotraitement prennent une tournure inattendue. Il prépare une tasse d'eau mélangée à un médicament contre le rhume dans l'espoir de soulager ses symptômes, puis se couche pour tenter de reprendre des forces. Malheureusement, au lieu de s'améliorer, sa température passe de 37 degrés à 39 degrés Celsius. Il s'affaiblit et finit par s'évanouir sur le sol. Lorsqu'il reprend conscience, il trouve sa femme en train de lui appliquer une serviette froide sur le front. Tatsu essaie de minimiser sa maladie, mais sa femme insiste fermement sur le fait qu'il a besoin de se reposer. Avec son insistance douce mais ferme, Tatsu n'a d'autre choix que de rester immobile et de se permettre de récupérer. Pendant ce temps, Miku prépare un sirop spécial de légumes et de fruits et le verse avec force dans la bouche de Tatsu. Tatsu craint au départ que la concoction ne signifie sa disparition, mais à sa grande surprise,
Le lendemain matin, sa maladie s'est améliorée. Cependant, il a maintenant un léger mal de ventre. La nouvelle année est arrivée et l'ambiance règne partout. Malgré ses difficultés financières, Masa se dirige avec impatience vers la maison de Tatsu, dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour lui-même. En entrant, il trouve le couple absorbé par la pratique traditionnelle de la calligraphie. Ressentant le besoin de laisser un indice, Masa décide de ne pas écrire d'argent sur sa propre calligraphie. Il a clairement l'intention de laisser entendre qu'il recevra de l'argent chanceux pour la nouvelle année. Cependant, Tatsu ne semble pas comprendre l'allusion. Sans se laisser décourager, l'estomac de Mazu grogne bruyamment et il profite de l'occasion pour mentionner qu'il n'a pas d'argent et qu'il ne peut pas se permettre d'acheter de la nourriture. En réponse, Tatsu décide de l'emmener faire des gâteaux mochi qu'ils dégusteront plus tard ensemble. Ensuite, ils s'amusent tous les deux en jouant au badminton et en essayant de faire voler un cerf volant. Tout au long de leurs activités, Masa laisse entendre des indices sur sa situation financière, mais il semble que Tatsu ne le remarque pas ou ne répond pas. Finalement, Masa abandonne ses allusions subtiles lorsque Tatsu donne généreusement de l'argent du Nouvel An à Ryota. Masa, Tatsu et Miku décident d'aller dans un bar pour passer une soirée à boire. Ils commencent par déguster du vin de riz sucré, mais ils ne s'arrêtent pas là. Au lieu de cela, ils continuent à consommer davantage de boissons. À mesure que la nuit avance, les effets de l'alcool deviennent évidents. Miku, qui rit de façon incontrôlable depuis qu'elle a commencé à boire, ne peut pas s'arrêter. Tatsu, quant à lui, a atteint un état d'ébriété où il dort les yeux ouverts, toujours debout. Pendant ce temps, Torajiro, qui se trouve dans le même bar, se met à pleurer pour la moindre petite chose. Masa doit prendre la situation en main. Ils gèrent leur pitrerie jusqu'à ce que chacun d'eux finisse par s'évanouir d'épuisement ou, dans certains cas, de vomissements dus à une consommation excessive d'alcool. Le lendemain matin, Tatsu et Miku sont soulagés après avoir pris un bol réconfortant de soupe contre la gueule de bois pour soulager leur inconfort de la nuit précédente. Tatsu participe à son cours de cuisine quand, à sa grande surprise, il y a un autre homme nommé Yorno qui est dans la classe et qui fait également de son mieux pour préparer un gâteau au chocolat. Cependant, l'approche de Yorno en matière de pâtisserie est assez agressive et il crée tout un désordre. Tatsu n'aime pas trop la situation mais souhaite proposer son aide. Lorsque Tatsu propose d'aider Yerno, il refuse dans un premier temps. Cependant, les choses empirent lorsque la manipulation agressive de la pâte à gâteau par Yerno fait qu'elle est renversée. Voyant le désordre et sentant la frustration de Yorno, Tsu décide d'engager la conversation. Tatsu demande à Yorno la raison pour laquelle il veut cuisiner et Yorno révèle qu'il veut faire un gâteau au chocolat pour quelqu'un de spécial en cette Saint-Valentin. Tatsu, avec sa sagesse caractéristique, explique que cuisiner avec amour et cœur est le secret d'une bonne cuisine. Il décide alors de donner un coup de main pour aider Yuno à terminer son gâteau tout en finissant son propre gâteau pour Miku. Il s'avère que Yuno a en fait préparé le gâteau pour son patron, Kunami, et non pour une belle fille. Bien que Kunami ne le montre pas ouvertement, il est effectivement ravi de recevoir le gâteau. Miku a une amie nommée Yuriko, qui est femme au foyer mais a du mal à gérer judicieusement ses dépenses. Miku recommande son mari, Tatsu, comme quelqu'un qui peut l'aider avec les questions financières, alors Tatsu s'implique pour aider Yuriko avec sa situation financière. Tout d'abord, Tatsu demande à Yuriko d'évaluer son bien-être physique car ils devront utiliser leur corps pour économiser de l'argent. Yuriko hésite, craignant d'être entraînée dans quelque chose d'inapproprié, mais il s'avère que Tatsu veut simplement qu'elle utilise son vélo pour profiter des offres moins chères au supermarché. Ensuite, Tatsu apprend à Yuriko comment économiser l'eau dans sa maison, depuis la vaisselle jusqu'à la chasse d'eau correcte.
il fournit des instructions détaillées, ne laissant aucun aspect intact. Lorsqu'il s'agit de couper, Yuriko comprend mal, pensant qu'il veut couper quelque chose physiquement. Mais il s'agit en fait de réduire les dépenses excédentaires tant en frais de subsistance qu'en dépenses fixes. Tatsu passe en revue tout en examinant son calendrier. En examinant leur historique financier, Yuriko remarque que son mari a retiré une somme d'argent importante et elle est curieuse de savoir comment cette somme a été utilisée. Lorsque son mari revient, Yuriko l'interroge immédiatement sur l'argent. Son mari explique qu'il l'a retiré pour acheter un cadeau pour leur prochain anniversaire de mariage. Yuriko est ravie du bracelet qu'il lui offre et le couple célèbre et parle de leur journée spéciale. Miku et Tatsu partent pour leur laisser un peu d'intimité. Miku attend avec impatience la sortie spéciale DVD de son anime préféré le lendemain. En raison de ses obligations professionnelles, elle ne peut pas se rendre elle-même au magasin pour réciter la phrase requise. Elle convainc Tatsu d'y aller en son nom et mémorise méticuleusement les lignes. Alors qu'il se rend au magasin, Tatsu rencontre plusieurs distractions comme une irrésistible vente de choux dans un magasin de légumes. Ces interruptions rendent difficile la mémorisation des lignes. En arrivant au magasin, Tatsu a complètement oublié les lignes. Cependant, il tente courageusement différentes lignes ressemblant accidentellement à des menaces envers la vendeuse. Heureusement, un autre client arrive et récite la bonne ligne, rafraîchissant ainsi la mémoire de Tatsu. Le DVD étant sécurisé, ce client évoque la possibilité d'obtenir une carte spéciale en récitant devant une autre ligne dans un autre magasin de jouets. Intrigué, Tatsu le rejoint dans cette quête. Malheureusement, elles arrivent trop tard et les cartes spéciales sont épuisées, laissant l'autre gars déçu. L'ami de Tatsu est occupé par son travail et demande à Tatsu de l'aider à prendre soin de son chien, Kotsu. Tatsu et Miku tombent amoureux de l'adorable chien. Tatsu emmène Kotsu dehors pour une promenade, mais Kotsu refuse soudainement de bouger. Tatsu trouve cela si mignon qu'il ne peut s'empêcher de prendre quelques photos de Kotsu et de les envoyer à son patron. Lorsque le patron de Tatsu voit les photos, il est tellement charmé par la gentillesse de Kotsu qu'il veut se précipiter immédiatement vers Tatsu. Cependant, alors que Tatsu se promène avec Kotsu, il rencontre Kunami, qui promène également son propre chien. Les deux hommes se regardent d'abord, avec ce qui semble être une intention meurtrière, créant une aura intimidante. Mais il s'avère qu'ils ont tous les deux un fort désir de caresser les chiens de l'autre, parce que les deux chiens sont grands et chaleureux, ce qui les rend irrésistibles. Kunami appelle sa voiture, et avec leurs deux chiens, Tatsu et Kotsu entrent dans la voiture. Kutomi mentionne qu'il emmène les chiens dans un endroit très intéressant, qui s'avère être un parc à chiens. Au parc canin, les chiens et leurs propriétaires courent joyeusement et profitent de la journée ensemble. Le propriétaire du café demande conseil à Tatsu pour réorganiser le menu du café et attirer plus de clients. Tatsu l'emmène rapidement dans un café populaire voisin pour s'inspirer, où il déguste divers desserts et plats destinés à plaire aux femmes et aux enfants. Étonnamment, ils trouvent tous les deux la nourriture délicieuse, ce qui les incite à éviter temporairement les sucreries. À leur retour, Tatsu prépare un sandwich au poulet spécial que le propriétaire pourra déguster. En une seule bouchée, le sandwich transporte le propriétaire dans sa jeunesse, évoquant les souvenirs de sa relation passée. Cependant, une guêpe interrompt la nostalgie en apparaissant dans la mémoire. Tatsu lui propose rapidement du thé qui brûle la bouche du propriétaire, déclenchant un autre souvenir du propriétaire brûlé par les cendres de cigarettes lors d'un voyage en Inde. Le propriétaire, fatigué et secoué, décide de se retirer pour la nuit, remerciant Tatsu pour ses efforts. Tatsu se récompense avec le sandwich. Cela déclenche ses propres souvenirs, notamment des odeurs de poudre à canon, des impacts de balles et un souvenir de Miku le trouvant blessé dans une ruelle avec une guêpe sur l'épaule.
La présence de la guêpe signifie qu'il y a un mauvais arrière-goût persistant associé au sandwich. Masa est en train de déjeuner avec Tatsu quand il ressent soudain un mal de dents. Tatsu suggère qu'il pourrait avoir une carie, mais Masa invente rapidement une histoire de combat avec 50 voyous la veille, ce à quoi Tatsu ne croit pas une seconde. Après le déjeuner, Tatsu prévient Masa que ignorer un mal de dents pourrait aggraver la carie. Masa essaye de faire croire que ce n'est rien de grave et admet qu'il se brosse habituellement les dents une fois par jour. Tatsu souligne cependant l'importance de se brosser soigneusement les dents 3 fois par jour après les repas pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Il explique que négliger les soins dentaires pourrait entraîner la perte de dents et de gencives, ce qui pourrait nécessiter des prothèses dentaires pour le reste de sa vie. Masa admet finalement avoir mal aux dents, mais avoue qu'il est terrifié à l'idée d'aller chez le dentiste à cause d'une expérience traumatisante de son enfance. Il se souvient que sa mère lui avait promis de l'emmener acheter des collations, mais qu'elle l'avait emmené directement chez le dentiste. Le choc de cet événement l'a hanté et il ne supporte toujours pas d'aller chez le dentiste. Malgré la réticence de Masa, Tatsu n'accepte pas un refus. Il donne une raclée à Masa, puis l'entraîne chez le dentiste, où les problèmes dentaires de Masa sont enfin résolus. Ironiquement, Tatsu lui-même pourrait également avoir mal aux dents. Un soir, Tatsu et Miku décident de regarder un film d'horreur ensemble. Alors que Miku continue d'avoir peur, Tatsu agit calmement, comme si le film ne l'affectait pas. Cependant, une fois qu'il se couche, Tatsu ne peut pas se débarrasser des images du film d'horreur qui reviennent sans cesse dans son esprit et il ne peut pas dormir. Il a le sentiment tenace que quelqu'un l'observe, ce qui rend encore plus difficile son endormissement. Pour se distraire, Tatsu essaie de jouer à un jeu de calcul mentaux en comptant les gangsters imaginaires qui se tiennent autour de lui. Cependant, son imagination débordante conduit les gangsters imaginaires à se battre. Il essaie d'écouter les sons du sommeil, mais son esprit revient sans cesse à des pensées de gangsters. Désespéré de dormir un peu, Tatsu se lève et se prépare un verre de lait chaud, un remède courant pour induire le sommeil. Cependant, cela ne semble pas aider beaucoup. Il finit également par préparer un repas avec des ingrédients connus pour leurs propriétés somnifères, mais il est trop tard pour manger un dîner aussi copieux. Finalement, Tatsu se recouche, espérant s'endormir. Alors qu'il est sur le point de s'endormir, un grand bruit le fait sursauter. Il s'avère que le bruit vient de leur chat qui utilise la litière. Tatsu se voit confier la tâche de collecter les cotisations des membres du groupe résidentiel par le chef du groupe résidentiel. Pour l'aider dans cette mission, il fait appel à l'aide de Moss. Cependant, en raison de l'apparence et de l'aura intimidante de Tatsu, lorsqu'ils font du porte-à-porte pour collecter les cotisations, les habitants sont terrifiés, pensant qu'ils sont la cible de la mafia. Avec cette peur initiale, tous les habitants n'osent pas dire non au paiement des cotisations, ils collectent donc tout. Mais Massa ne peut s'empêcher de penser que ce travail ne convient absolument pas à quelqu'un ayant l'attitude intimidante de Tatsu. La dernière maison qu'ils doivent visiter est un grand immeuble qui semble plutôt cossu. Masa avertit Tatsu de ne pas entrer dans le bâtiment, car cela ressemble à un endroit dangereux. Lorsqu'ils entrent dans le bureau du chef du gang, celui-ci semble d'abord prêt à attaquer Tatsu pour sa présence inattendue. Cependant, en apprenant que les cotisations que Tatsu collecte sont utilisées au profit du quartier, le patron décide d'obtempérer et de payer les cotisations, évitant ainsi toute confrontation. Miku a acheté une montagne de pain dans l'espoir de récolter des tickets gagnants pour obtenir des assiettes avec les visages de son idole préférée. Cependant, cette quantité massive de pain pose un problème de stockage car il n'y a pas d'espace pour le stocker. Malgré les inquiétudes de Tatsu concernant le surplus de pain, elle est déterminée à le manger
pour obtenir le ticket gagnant. Son enthousiasme initial l'amène à commencer à manger du pain, mais elle se rend vite compte que la tâche est plus ardue qu'elle ne l'avait prévu. Même avec l'aide de Tatsu et Masa, ils ont tous du mal à consommer une si grande quantité de pain. Leur estomac se remplit facilement et ils ne peuvent plus manger. Dans le but de rendre la tâche plus gérable, Tatsu décide de faire preuve de créativité en préparant le pain avec d'autres aliments comme des fruits et du fromage pour le rendre plus facile à déguster. Cependant, malgré tous leurs efforts, ils n'ont fait qu'une petite brèche dans la montagne de pain et ont finalement dû abandonner. La chef du gang Tori, qui a une grande passion pour les chats mignons, décide de se déguiser avec juste une paire de lunettes de soleil et de se rendre dans un café pour chats pour jouer avec les félins. Elle espère qu'à son arrivée, personne ne la reconnaîtra. Cependant, elle rencontre Tatsum, qui travaille à temps partiel au café. Malgré cette rencontre inattendue, la patronne ne peut contenir son enthousiasme et commence à jouer avec les adorables chats. Elle devient complètement amoureuse des adorables félins et son affection pour eux est évidente. Elle embrasse même l'un des chats, ce que Tatsu essaie de décourager. Alors qu'elle continue d'interagir avec les chats, elle remarque qu'un chat est assis seul sur une étagère. Tatsu explique que c'est un chat errant qui n'approche pas facilement les gens. Cependant, il a une forte affinité pour une herbe naturelle de ces terres vertes. Sans se laisser décourager, le patron loue les feuilles de ces terres pour jouer avec le chat. Au fil du temps, elle développe un lien spécial avec ce chat en particulier, estimant qu'il ressemble d'une certaine manière à son défunt mari. Elle décide finalement de ramener le chat chez elle, malgré les tentatives de Tatsu d'expliquer que le chat appartient au café. Lorsqu'une tempête perturbe les projets de pique-nique de Tatsu et de sa femme, la frustration de Tatsu prend le dessus. Il décide d'affronter la tempête de front, exprimant son défi face à l'audace de la météo qui gâche leur journée. Ils fortifient leur maison pour se protéger des vents violents et de la pluie. Cependant, Tatsu se rend vite compte que la force humaine n'est pas à la hauteur de la puissance de la tempête. Il est touché par une tuile, entraînant une blessure à la tête qui saigne. Paniqué, Miku l'entraîne rapidement à l'intérieur de la maison pour soigner ses blessures. Pendant ce temps, Masa s'aventure apparemment pour acheter des croquettes au milieu des vents forts. Il appelle Tatsu pour lui faire savoir qu'il en a également acheté pour lui. Cependant, le vent est si violent qu'il arrache le téléphone des mains de Masa, provoquant la déconnexion de l'appel. Tatsu s'inquiète pour la sécurité de Masa et se précipite dehors pour le surveiller. Heureusement, Masa est indemne et Tatsu le voit s'approcher avec les croquettes à la main. Malheureusement, à cause des vents violents, les croquettes volent droit sur la face d'un gangster. Pour éviter une éventuelle altercation, Tatsu prépare rapidement un délicieux sandwich et le met dans la bouche de Mazaz, que le gangster apprécie avec plaisir. Cela contribue à désamorcer toute tension et à maintenir la situation paisible. Tatsu, Miku et Masa partent en camping dans les bois. Tatsu, avec son approche déterminée et agressive, installe la tente de manière experte et coupe du bois pour un feu de camp. Il semble avoir pour mission de rendre tout parfait pour leur expérience de camping. Miku et Masa décident d'aller pêcher. Heureusement, ils parviennent à attraper du poisson pour leur dîner. Leur plan est de préparer du poisson grillé accompagné de légumes et de fruits pour accompagner le riz de leur repas. Cependant, un accident se produit lorsque le maladroit Masa donne accidentellement un coup de pied au pot de riz par terre. Tatsu, déterminé à sauver leur dîner, demande à Masa d'approcher les autres campeurs et de leur demander s'ils ont du riz en réserve. Masa finit par rencontrer Torajiro, qui campe également à proximité, et lui demande du riz. Pour rembourser Torajiro pour le riz, Tatsu lui offre un paquet de guimauves en guise de compensation. Torajiro décide de faire preuve de créativité et prépare un délicieux sandwich grillé
rempli de guimauves et de bananes, qui s'avère être un succès auprès de Masa et Miku. Tatsu, pas en reste, met en valeur ses talents de cuisinier en incorporant tous les ingrédients dont il dispose pour créer une fondue. Cependant, le poisson grillé, non assaisonné dans la nourriture, finit par gâcher l'ensemble du repas. Plus tard, la présidente du quartier parle à Tatsu pendant le déjeuner et explique qu'elle est membre d'une puissante association de femmes du quartier, connue sous le nom des Huit Dragons. Cette association est spécialisée dans l'organisation d'événements privés et d'activités de quartier. Ils cherchent à élargir leur nombre de membres et souhaitent inviter des hommes à rejoindre et à contribuer au groupe. Après avoir évalué les candidats, ils estiment que Tatsu, le mari au foyer, est le candidat le plus approprié pour le poste. Tatsu est emmené dans la salle de réunion du conseil de l'association, où il rencontre les 8 dames, chacune responsable d'une tâche spécifique au sein du groupe. Le président de l'association décide de tester les aptitudes de Tatsu en lui demandant de préparer rapidement une théière pour le plaisir de tous. Tatsu prépare immédiatement le thé, le verse dans des tasses et sert les dames. Bien qu'il manque un peu de raffinement et d'élégance, le thé est jugé satisfaisant. Cependant, l'un des dragons, la dame en charge de la composition florale, n'est pas convaincu de l'aptitude de Tatsu et désapprouve son adhésion à l'association. Elle estime qu'il lui manque l'élégance requise pour le groupe. Dans le but de prouver sa sincérité et d'assurer sa place dans l'association, Tatsu s'agenouille devant eux et exprime son fort désir de faire partie du groupe. Touchée par sa sincérité et sa détermination, la décoratrice florale accepte de donner une chance à Tatsu. Elle pose la condition qu'il assiste à son cours de composition florale 3 jours par semaine. Tatsu accepte les conditions sans hésitation et commence assidûment à apprendre l'art de la composition florale. Après un certain temps passé à s'immerger dans le monde des fleurs, Tatsu a confiance en ses capacités. Il décide de refaire le test pour démontrer son raffinement et son élégance. Cette fois, il sert avec élégance les dames de l'association, mettant en valeur les compétences qu'il a acquises grâce à son dévouement à la composition florale. Reconnaissant sa croissance, l'association permet enfin à Tatsu de rejoindre leur rang. Tatsu regarde l'anime préféré de Miku, Polacour, avec elle lorsqu'elle lui confie l'enfant de son ami, qui est également fan de la série, mais ne peut pas profiter de la maladie. Miku veut trouver un moyen de remonter le moral de la jeune fille et demande l'aide de Tatsu. Pour égayer la journée de la fille, Tatsu se déguise en méchant de l'anime, un rôle qu'il réussit facilement grâce à son apparence imposante. Cependant, lorsque la jeune fille le voit dans sa tenue de méchant, elle fond en larmes, visiblement effrayée. En réfléchissant vite, Tatsu décide de changer de tactique. Il fabrique une jolie assiette de fruits avec les fruits qu'il a apportés et donne à sa mère un coussin pour qu'elle soit plus à l'aise. Pour ajouter une touche de gaieté à la pièce, il dispose soigneusement quelques fleurs. Dans le cadre de leur plan visant à rendre la jeune fille heureuse, Miku se fait passer pour le héros Polycure. Pendant que Tatsu joue le rôle du méchant, ils organisent un combat réaliste dans la pièce, encourageant la jeune fille à les encourager et à soutenir le héros. Cependant, la performance, bien que bien intentionnée, finit par provoquer des perturbations et de la détresse. L'infirmière en charge doit intervenir et leur demander de quitter l'hôpital pour tenter d'imposer le bonheur à la jeune fille et troubler la paix de l'hôpital. Un beau jour, le beau-père de Tatsu décide de l'emmener dans un club de haïku pour un moment de complicité. Au club, son beau-père se porte volontaire pour être le premier à lire son poème, et il est bien accueilli par les membres du club. Intrigué par l'ambiance, Tatsu décide de tenter le coup et compose sur le champ quelques couplets. Cependant, ses poèmes se révèlent assez violents et loin du caractère contemplatif du haïku traditionnel. Le groupe se déplace ensuite pour explorer différents lieux, notamment un pont
et une forêt de bambous romantiques, où Tatsu continue de réciter ses poèmes inhabituels et déplacés. Son beau-père doit intervenir pour l'arrêter. Au cours de leurs explorations, ils tombent sur l'équipe des ours, qui récite également des haïkus. Étonnamment, le chef des ours défie le groupe Tatsu dans un duel de haïkus. Au lieu de laisser Tatsu s'en occuper, son beau-père remplace leur équipe. Le duel de haïkus commence et les deux camps commencent à réciter des poèmes inspirés de leur environnement, notamment des libellules et un couple amoureux. Tatsu et les hommes de l'ours applaudissent avec enthousiasme leurs côtés respectifs, même si ces poèmes n'ont pas beaucoup de sens. En fin de compte, les deux côtés livrent un poème impressionnant lorsqu'un chat est le thème du poème. Un jour, après avoir fini de repasser quelques vêtements, Tatsu ressent soudain une douleur intense au dos, comme s'il était divisé en deux. Il a même du mal à marcher et se couche face contre terre, agonisant. Quand Miku le voit dans cet état, elle suggère qu'il a peut-être perdu le dos. Cependant, Tatsu, avec son côté dramatique, insiste sur le fait qu'il a été assassiné par un tireur d'élite. Malgré la douleur, Tatsu essaie obstinément de prétendre qu'il va bien et continue ses tâches ménagères. Cependant, la douleur est si intense qu'il ne peut même pas marcher correctement, encore moins cuisiner. Soucieuse de son bien-être, Miku propose de prendre en charge les tâches de cuisine. En fin de compte, Tatsu décide de commander la livraison de nourriture pour éviter le risque que Miku détruise la cuisine. Cependant, il se rend finalement compte que la douleur dans son dos est trop lourde à supporter. Alors, Miku l'aide à consulter un médecin, ce qui lui rappelle le premier jour où il a rencontré Miku. Son médecin lui prescrit des patchs pour soulager ses douleurs. Tatsu prévient Miku des rumeurs selon lesquelles un pervers traquerait les rues la nuit, alors elle lui demande de lui apprendre quelques techniques d'autodéfense pour rester en sécurité et Tatsu accepte. Un soir, alors que Miku rentre précipitamment du travail, elle a soudain l'impression que quelqu'un la suit. Craignant le pire, elle se retourne et frappe rapidement la personne qui la suivait. Elle attrape ensuite leurs cheveux et leur donne un violent coup sur le ventre. À sa grande surprise, la personne qu'elle a attaquée est en fait Masa, qui essaie de lui parler parce qu'il l'a vue dans la rue. Maku ne croit pas au départ qu'il s'agit de Masa, arguant que le visage du vrai Masa n'a pas l'air enflé, et continue de battre le pauvre gars. Dernièrement, le camion de crêpes de Torajiro a du mal à réaliser des ventes en raison de la présence d'un camion de beignets garé juste à côté du sien. Ce qui surprend encore plus Torajiro, c'est que la propriétaire du camion de beignets s'avère être sa sœur cadette, Koharu. Koharu a une vendetta contre Torajiro parce qu'il s'est enfui de chez lui pour travailler comme yakuza. En représailles, elle décide de se lancer dans la vente de beignets pour concurrencer son entreprise de crêpes. Koharu a même franchisé avec une grande entreprise, ce qui lui permet de servir ses clients rapidement et efficacement. Torajiro est découragé par la compétition et se sent vaincu. Cependant, Tatsu passe par là et offre quelques mots d'encouragement à Torajiro, l'exhortant à rester fort. Tatsu décide d'acheter un des beignets de Koharu pour voir de quoi il s'agit, mais il trouve que c'est assez fade et peu impressionnant. Koharu n'est pas d'accord avec son évaluation, mais Tatsu est déterminé à prouver son point de vue. À l'aide du camion à crêpes de Torajiro, Tatsu prépare un beignet frais à partir de zéro. Koharu critique d'abord l'apparence simple du beignet de Tatsu, mais quand elle le goûte, elle est submergée de plaisir. Tatsu explique que ce qui rend son beignet meilleur, c'est l'amour et le soin qu'il met dans sa fabrication, ce qui fait défaut dans ses beignets produits en série. Réalisant la vérité dans les paroles de Totsotsu, Koharu s'excuse auprès de Torajiro, admettant qu'elle a lancé sa propre entreprise parce qu'elle voulait que son frère la reconnaisse. Par une journée froide avec de la neige fraîchement tombée recouvrant le quartier, Miku est ravi à la vue de la neige. Cependant, Tatsu a une préoccupation différente. Il craint que les quelques gouttes de neige
et de rosée sur la vitre puisse entraîner la formation de moisissures. Il utilise donc rapidement un essuie-glace pour les éliminer. Alors que Miku part travailler, Tatsu part faire quelques courses. En marchant dans la rue enneigée, il rencontre le groupe de Kunami. Ils sont engagés dans la tâche difficile de pelleter la neige. Lorsque Kunami remarque que Tatsu les observe, il s'approche de lui, mais malheureusement glisse et tombe sur le sol glissant. Tatsu, toujours préparé, possède un objet qui peut améliorer l'adhérence des chaussures dans des conditions glaciales et il l'offre à Kunami. Ce geste réfléchi aide Kunami à reprendre pied. Tatsu remarque également les efforts du groupe pour déneiger et leur propose des équipements supplémentaires pour rendre leur travail plus facile et plus efficace. Avec le nouvel équipement, le groupe de Kunami peut déneiger plus rapidement et Tatsu les quitte pour continuer leur travail. Tatsu, Miku et Masa viennent de finir de préparer du pop-corn pour leur journée cinéma à la maison. L'excitation remplit l'air alors qu'ils se préparent à s'installer pour un film. Mais ils se rendent vite compte qu'ils ont des idées différentes sur ce qu'ils veulent regarder. Miku a hâte de s'adonner à sa série animée préférée. Tatsu, en revanche, préfère une série de tranches de vie intitulée C'est difficile d'être un gars. Pendant ce temps, Masa, à son propre goût, étant un fan de films combinant des thèmes de Yakuza avec des créatures monstrueuses. Après 1 heure de discussion, ils parviennent finalement à un compromis et décident de regarder La Reine Lion. Cependant, leurs défis sont loin d'être terminés lorsque Tatsu insiste pour regarder la version sous-titrée, tandis que Miku insiste pour la version doublée. Ce désaccord conduit à une nouvelle série de disputes prolongeant encore plus le Movie Day. Miku se retrouve dans une situation délicate lorsqu'un collègue lui demande de s'occuper de son hamster. Leur maison abrite un gangster et un chat gênant, ce qui en fait un environnement inapproprié pour le petit animal de compagnie. Tatsu décide de lui trouver un gardien temporaire. Sa première option est de demander à Masa de s'occuper du hamster. Masa a un faible pour la petite créature, mais il a des difficultés financières et n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture, encore moins un animal de compagnie. Tatsu emmène ensuite le hamster chez son patron, dans l'espoir qu'il acceptera de s'en occuper. Cependant, son patron a un chien qui doit approuver tout nouvel ajout à la maison. Malheureusement, le hamster mord le nez du chien, provoquant une véritable frayeur. En conséquence, le patron décide de ne pas garder le hamster, car il ne veut pas que son chien bien-aimé soit blessé. Avec des options limitées, Tatsu se retrouve sur le bord de la route, ne sachant pas où emmener le hamster ensuite. 2 policiers de passage remarquent son comportement particulier et s'arrêtent pour s'enquérir de ce qu'il fait. Tatsu, déterminé à protéger le mignon petit animal, refuse de le remettre, craignant qu'il ne soit enlevé. Cependant, les policiers deviennent méfiants, pensant que Tatsu pourrait cacher quelque chose d'illégal. Ils insistent pour voir ce qu'il tient, et Tatsu révèle à contre-cœur le hamster. À leur grande surprise, ils trouvent le hamster incroyablement adorable, et Tatsu leur explique la situation. Ressentant de la sympathie, les policiers acceptent d'accueillir temporairement la petite créature. Tatsu fait une rencontre inattendue avec Torajiro, qui partage avec enthousiasme qu'il a trouvé un produit unique. Torajiro invite Tatsu à un lieu de rencontre ce week-end pour essayer cet objet intrigant. Le produit s'avère être une tente conçue comme un sauna. Torajiro, voulant toujours voir grand, verse de l'eau parfumée sur les pierres chaudes à l'intérieur du sauna, créant un environnement torride et incroyablement chaud. Tatsu et Torajiro décident de voir qui peut transpirer le plus, et ils ventilent avec enthousiasme le sauna pour intensifier la chaleur. Ils en font trop et le sauna devient insupportablement chaud. Tatsu et Torajiro finissent par délirer à cause de la chaleur extrême. En réponse, Miku gifle Tatsu pour le ramener à la raison, tandis que Koharu fait de même avec Torajiro. Ensuite,
Ils sont tous deux jetés dans la rivière pour se rafraîchir. Miku a une partie de golf à venir avec des clients au travail, mais elle n'a aucune expérience en matière de golf. Heureusement, Tatsu, fort de ses connaissances acquises lors de ses années de Yakuza, lui propose de lui apprendre à jouer. Le lendemain, sur un terrain de golf, Tatsu commence par enseigner à Miku différentes positions de golf. Il montre comment frapper la balle et, ce faisant, il frappe systématiquement des échantillons de balles, les envoyant un peu plus loin à chaque fois. Tatsu révèle alors un secret à Miku. Lorsque vous frappez la balle, ne la frappez jamais plus loin que le boss, mais évitez de la rendre trop évidente. Miku suit ses conseils et s'entraîne à frapper la balle. Tatsu souligne également l'importance de compléter les tirs du patron en criant avec enthousiasme Joli tir. Il continue à s'entraîner, Miku progresse mais manque encore quelques tirs. Cependant, leur séance d'entraînement est brusquement interrompue lorsqu'un corbeau arrive et vole leur balle de golf. Katsu, Masa et certains hommes de leur patron s'aventurent dans la forêt pour cueillir des pousses de bambou. Masa, manquant de connaissances sur les pousses de bambou, tente d'en récolter une grosse. Cependant, Tatsu intervient rapidement, l'informant que les pousses de bambou les plus hautes sont amères et qu'il devrait chercher des pousses plus courtes qui sont meilleures à manger. Le groupe commence à chercher des pousses de bambou, mais leurs efforts sont interrompus lorsqu'une troupe singe arrive et commence à voler la récolte. Masa, qui n'est pas du genre à reculer, menace les singes. Cependant, malgré leurs efforts, les singes s'emparent de la plupart des pousses de bambou. Au final, le groupe n'a plus qu'un tout petit morceau de pousse de bambou à rapporter, bien loin de la quantité demandée par leur patron. Pour sauver la situation, Tatsu prend la seule pousse de bambou dont il dispose et la prépare dans plusieurs plats pour leur patron. Heureusement, le patron apprécie le plat. Tsu et ses compagnons décident de dîner au restaurant de Monsieur Chen, qui propose un menu spécial, une fondue épicée du Sichuan. Le restaurant a pour défi que si les clients peuvent terminer le repas en entier en 30 minutes, ce sera gratuit. Ils sont impatients de savourer le repas et de gagner la récompense alimentaire gratuite. Cependant, dès la première bouchée, le piquant extrême du plat les frappe durement. Malgré la chaleur intense, ils ne résistent pas aux délicieuses saveurs. Tatsu remarque que Masa cherche de l'eau et l'avertit de ne pas la boire, expliquant que l'eau ne fera que propager davantage le piquant au lieu de le soulager. Malheureusement, Miku ne supporte pas la chaleur et boit de l'eau, se disqualifiant du défi. Masa aussi est incapable de continuer. Tatsu est déterminé à aller jusqu'au bout et demande à Monsieur Chen un grand bol de riz à mélanger avec la fondue, en espérant que cela aidera à équilibrer le piquant. Cependant, il finit également par être éliminé, incapable de terminer le défi car trop plein. Tatsu rend une visite inattendue à la maison de Moss pour une vérification rapide de l'entretien ménager. Cependant, en entrant dans la maison, il est immédiatement frappé par une forte odeur de moisi qui semble émaner des chaussures et des vêtements qui sèchent à l'intérieur. Heureusement, Tatsu est accompagné de quelques herbes pour lutter contre les mauvaises odeurs. Ensemble, ils accrochent la couronne d'herbes qu'ils ont confectionnée pour rafraîchir l'air. Cependant, leur tentative de débarrasser la maison des odeurs désagréables prend une tournure inattendue lorsqu'ils aperçoivent un cafard. Masa, essayant de s'occuper de l'insecte, le ramasse avec ses mains. Dans une réaction rapide, Statsu frappe violemment Masa, l'envoyant voler hors de la porte. Un soir, le groupe se réunit pour partager des histoires d'horreur. Miku commence par raconter une situation effrayante dans son bureau que Masa considère comme n'étant pas vraiment effrayante. Il raconte ensuite l'histoire de sa ville natale à propos d'un groupe de jeunes qui se sont aventurés dans un bâtiment abandonné pour ensuite être poursuivis par un grand fantôme féminin qui rampait à quatre pattes. L'histoire a une fin incomplète, ce qui la rend quelque peu confuse.
C'est alors au tour de Tatsu de raconter une histoire et il commence à raconter la malédiction qui lui est tombée récemment. Avec une expression sombre, il explique qu'il y a quelques jours, il a vu une publicité télévisée pour du crabe des neiges frais en vente. Désireux de savourer cette gourmandise, il a rapidement commandé une toute nouvelle boîte, qui a été livrée à son domicile le lendemain. Cependant, lorsqu'il a ouvert son congélateur, il a été choqué de constater que des crabes similaires à ceux qu'il avait achetés il y a un an y étaient toujours stockés. Tatsu ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas été victime de la malédiction des crabes, qu'il n'a pas cuisiné. Miku et Masa, peu impressionnés, conviennent que ce n'est pas du tout une histoire effrayante, mais plutôt un exemple de l'oubli de Tatsu. En fin de compte, Tatsu prépare les crabes pour qu'ils puissent en profiter ce soir-là. La tentative de Tatsu de faire manger des légumes à Suzu, la fille difficile de l'ami de Miku, prend une tournure plutôt non conventionnelle. Lorsque Tatsu arrive chez eux, il se rend compte que Suzu a une forte aversion pour les légumes. Il décide de préparer des plats qui cachent des légumes hachés pour les glisser dans son alimentation. Cependant, la sensibilité de Suzu aux légumes surprend Tatsu. Elle peut détecter la présence de légumes simplement en sentant la nourriture. Face à ce défi, Tatsu recourt à la narration. Il sort une carotte et raconte une histoire tragique sur une carotte qui a été rejetée et boudée par les enfants. La carotte plaide alors pour qu'il lui permette d'être mélangée au curry puisque les enfants adorent le curry et de cette façon, ils pourraient finir par aimer la pauvre carotte. Il semble que l'histoire fonctionne et Suzu commence à montrer de l'intérêt. Mais Tatsu décide d'ajouter quelques détails sanglants au sort de la carotte dans le curry, ruinant finalement sa propre tentative de faire manger des légumes à Suzu. Tatsu décide d'aider le propriétaire en désherbant la pelouse et fait appel à l'aide de Masa dans le processus. Masa se retrouve avec les mains meurtries à cause de l'herbe agressive alors qu'il tentait d'arracher les mauvaises herbes. Pour améliorer leur efficacité et protéger les mains de Masa, Tatsu lui fournit des gants spécialisés. Avec les bons outils en main, ils parviennent à faire un bien meilleur travail. Tatsu va encore plus loin en créant un désherbant maison utilisant du vinaigre et du détergent pour attaquer les mauvaises herbes à la racine. Sa méthode ressemble à une fusillade où il pulvérise le désherbant comme un cow-boy. Leur travail acharné est finalement récompensé lorsque le propriétaire vient leur offrir des rafraîchissements en guise de remerciement pour leurs efforts. Tatsu rencontre Ryota et un autre garçon qui se disputent vivement pour savoir si les coléoptères rhinocéros ou les coléoptères cerfs sont plus forts. Tatsu se joint à la conversation, se rangeant du côté du scarabée rhinocéros comme l'insecte le plus fort. Cependant, Torajiro apparaît soudainement et plaide en faveur du fait que les coléoptères sont les plus forts. Plutôt que de résoudre le différend, l'intervention de Torajiro transforme la discussion en une bataille acharnée entre les deux voyous, qui fixent une date pour que leurs coléoptères respectifs se battent physiquement pour déterminer l'insecte supérieur. Lorsque le jour du combat arrive, les deux coléoptères engagent le combat, mais l'issue reste peu concluante, puisque les deux coléoptères finissent par s'envoler. Statsu remarque que les petits commerces de son quartier sont en difficulté à cause de la concurrence des centres commerciaux voisins. Dans le but d'aider ses vendeurs, il a eu l'idée d'ouvrir un stand de vente ambulante. Son stand présente des couteaux et Tatsu démontre immédiatement à quel point ils sont tranchants pour attirer les clients. Étonnamment, les gens sont attirés par les couteaux et commencent à se rassembler autour du stand. De plus, il aide également un vendeur de vêtements à vendre des produits d'anime. Bien qu'il ait d'abord marchandé, pour obtenir un meilleur prix, un jeune client finit par acheter la marchandise, ce qui en fait une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Regardez cette prochaine vidéo, rendez-vous au prochain.